trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastallier est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à John Plassard qui est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir John. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous avoir avec nous en présentiel, comme on dit, oui. spécialiste en investissement de Mirabeau et compagnie, venu de Suisse donc pour nous rejoindre. Et Yves Maillot avec nous également ce soir. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le président de YAM Capital. Les vents de face se renforcent sur les marchés. La séance d'hier est quand même encore dans les esprits. La baisse a été marquée avec cette remontée des taux et des taux réels, notamment aux États-Unis, qui perturbe un peu la dynamique des marchés actions. Valérie, alors je rappelle, vous êtes hyper bullish depuis mars 2020. Vous vous êtes un peu essoufflé quand même cet été, c'est-à-dire que le sentiment bullish était un peu moins fort chez vous. Et aujourd'hui, vous écrivez que vous confirmez un scénario plutôt bearish sur les marchés, quand bien même on a peut-être là des prix qui sont intéressants. Pour ceux qui peut-être pensent que... Ceux qui ne me croient pas. Pour ceux qui ne vous croient pas et qui pensent que les incertitudes du moment dont on va parler ne sont que des peurs passagères. Ouais. Ce qui n'est pas votre avis à vous. Bon... effectivement, moi je pense que j'ai depuis le courant du mois de juillet, j'ai commencé à avoir des petites indications que la tendance pouvait s'essouffler. Je vous rappelle que j'ai une méthode qui est en 3 étapes. La première, c'est l'étude de cycle très long sur l'inflation, la production industrielle, les PMI, enfin un ensemble d'indicateurs. Et les conclusions sur ces cycles me disent que on a en fait déjà dépassé les points hauts sur tous les cycles. Enfin, pour l'inflation, ça dépend. Non, le point haut, il est devant nous, il est en 2028-2029. Ah oui, oula, sur des cycles longs alors. Sur les cycles très longs, ouais. Mais justement, voilà, si on revient sur des horizons de temps un petit peu plus courts, a priori, on a à peu près le point haut. Bon, mais comme vous voyez, c'est comme c'est des cycles très longs, c'est pas précis à 3 mois près. Hein, voilà. Mais donc là, je sais que je suis topiche. Une fois que j'ai ça qui se met en place, je surveille l'évolution du sentiment de marché. Et j'attends de voir si le sentiment de marché est extrêmement optimiste ou pas. Et en fait, là aussi, j'ai un ensemble d'indicateurs qui, petit à petit, je coche les cases au fur et à mesure, parce que j'ai plusieurs indicateurs et plusieurs critères à remplir. Et en fait, tous mes indicateurs de sentiment de marché me disent que le marché est beaucoup trop optimiste, là, maintenant. Donc, sur le sentiment de marché, j'ai aussi tout qui est en place. Donc après, la dernière étape, c'est l'étape sur les prix. Ouais. Et sur les prix, ce que j'expliquais donc ce matin, c'est qu'effectivement, on a commencé à donner des signaux de vente. On en a donné déjà sur certains secteurs, mais on essaye le marché hésite. Et sur certains indices, on a des signaux de vente qui ont déjà été donnés. Mais pas absolument partout. Et on pourrait envisager que ce soit ce qu'on appelle l'épaisseur du trait. C'est possible. Hein. Alors, c'est d'autant plus possible que on a sur les gros indices très liquides, on a quand même des hedge funds qui travaillent avec des algorithmes et qui s'amusent. C'est pas un jeu parce qu'ils essayent de gagner de l'argent avec, mais ils essayent de déclencher des signaux techniques, sachant qu'il y a d'autres modèles d'algorithmes qui, eux, sachant qu'il y a des algorithmes qui déclenchent les signaux, jouent le contre-déclenchement. Donc, ça, c'est des choses qui ont évolué depuis une quinzaine d'années. Bien sûr, mais c'est la réalité des marchés aujourd'hui, il faut le rappeler, bien sûr. Donc, c'est purement tactique, hein, ça ne change absolument rien à la toile de fond et à l'histoire devant nous. Sauf que ça fait sortir toutes les mains faibles parce que ça fait hésiter. Ça nettoie le marché, quoi. Ça nettoie le marché dans un sens, dans l'autre, etc. Donc, ce que je ne sais pas, c'est si on a encore besoin de nettoyer, là, ou bien si tout est prêt pour que ça parte immédiatement. Quand je dis immédiatement, on est mercredi, c'est-à-dire que lundi au plus tard, on est 2-3% plus bas. Peut-être qu'on a encore des tours à faire pour fatiguer un petit peu plus les investisseurs et que donc ça ne se mettra à baisser réellement plus vite que dans 3 semaines. Je ne peux pas... La semaine dernière était intéressante de ce point de vue-là parce qu'on a eu un espèce de sell-off sur la journée de lundi qui a été suivi par 3 séances de reprise incroyables sur les indices actions. Hein. Oui, les gens achètent en ce moment. Ouais. C'est bien pour ça que moi non. Oui, je comprends. Parce que en fait, on n'a pas du tout de peur qui se développe alors que les marchés baissent et donnent des secousses qui sont quand même en fait assez fortes. Et votre idée d'un scénario bearish, je sais pas, ça nous emmènerait où dans l'histoire des marchés ? Je sais pas parce que en fait.
Mais c'est quoi? C'est l'idée d'un bear market potentiel? Alors, si ce que vous appelez bear market, c'est quelque chose qui dure pendant 6 mois, 1 an, non. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui utilisent le truc, si ça baisse de 20%, alors c'est bear market. C'est un consensus de marché. Oui. Pour moi, ça n'a pas tellement de sens, ça, ça comme donne mesure. un ordre d'idée. Non, je ne pense pas qu'aux États-Unis, on baisse de 20%. Si ça me... Enfin, je serais étonnée, mais après, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas prévoir les fins des mouvements. Déjà, je travaille dur pour essayer de trouver le début. Et ça me suffit, parce que si je trouve le début du suivant, ça veut dire la fin du précédent. Hein. Pour moi, je ne vise pas plus que ça. Donc, je ne sais pas. Quand j'ai un début de mouvement, je prends le mouvement et puis j'attends que j'ai le début d'un autre mouvement. Et là, je change de casquette. Et puis voilà. Et parfois, c'est bref, ça reste à plat. Et puis, je repars. Mais vous attendez quelque chose d'un peu plus dur que ce qu'on a appelé les corrections dans ce bull market, c'est-à-dire des baisses de 3, 4, 5%. Oui, c'est pas suffisant. Voilà, c'est ce que... D'accord. Non, mais c'est pour essayer de grader un peu les choses, quoi. Vu le chemin qu'on a fait dans la mise en place des indicateurs de sentiment, je pense qu'il faut quelque chose qui secoue un peu plus, oui. Bon, ça lance un peu la discussion. Alors, John, sur ces mouvements de marché, c'est vrai que la séquence est très intéressante. On assiste peut-être à une nouvelle séquence de remontée des taux obligataires, des taux longs, ça part des États-Unis. Et visiblement, les observateurs nous disent que ce n'est pas la même histoire que celle qu'on avait en début d'année, par exemple. Je pense qu'on oublie de dire qu'on est dans un nouveau cycle. Hein. On est dans ce qu'on appelle le mid-cycle. C'est-à-dire que la croissance, le pic de la croissance est derrière nous, on le sait, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, par exemple. Et dans cette période de cycle, qui est normalement le cycle le plus long, eh bien, vous avez des variations de marché qui sont très fortes. Elle est caractérisée par de la volatilité. Pourquoi ? Parce qu'on a l'interrogation quant au marché, quant à l'inflation, on en parlait avant, quant à la réaction des banques centrales face à une normalisation de la politique monétaire. Donc ce qui se passe aujourd'hui ne me choque pas vraiment. Je suis d'accord avec Valérie sur le fait qu'on est dans une situation où on est un peu moins serein qu'avant, mais il ne faut pas oublier que ce qui nous a accompagnés ici, c'était évidemment les banques centrales, mais on a aussi les gouvernements ont lancé des relances absolument extraordinaires. Même si on pourra en parler après, il y a un problème aujourd'hui pour une nouvelle relance américaine. Mais ce qui s'est passé en Europe avec les 750 milliards d'euros et ce qui va certainement se passer après, la fin du dogme budgétaire allemand, quelque chose de très important pour la croissance future. Donc moi, je suis d'avis que dans ce cycle très volatile, qui est le cycle de milieu de cycle, eh bien, on va avoir des alertes. Comme on a eu il n'y a pas très longtemps, ça va continuer. Mais je reste quand même confiant, notamment sur la thématique américaine, où effectivement, on voit, en prenant par exemple l'exemple de 2013, où là, on n'avait pas eu d'avertissement, puisque la forward guidance n'existait pas. On avait eu un choc sur le secteur de la tech qui était immédiatement remonté, quoi qu'il advienne, et même si les taux étaient plus hauts. Donc on est, selon moi, dans une situation de digestion. Et on l'a vu, les taux ont monté quasiment directement après l'officialisation de cette normalisation monétaire, de cette baisse des rachats actifs à venir. En cette fin d'année, à venir. Bon, après le timing, que ce soit novembre ou décembre, peu importe. Et en fait, sur cette remontée de taux qui pourra avoir lieu en 2022. Ouais. Et donc là, on est en train de s'ajuster. Il ne faut pas oublier qu'on était en dessous de 1,30 il y a une semaine sur le 10 ans américain. Ouais. Donc aujourd'hui, 1,50, c'est pas choquant, puisque vous savez qu'en début d'année, la majeure partie des économistes pariaient sur 2, voire 2,50. Ouais. Mais derrière l'histoire de la Fed, est-ce qu'il n'y a pas quand même l'idée qu'on a peut-être quelque chose d'un peu plus agressif devant nous que ce qu'on imaginait il y a quelques mois, alors avec en plus le sujet énergétique, l'envolée continue des matières premières dont on ne voit pas le bout aujourd'hui, ça rend quand même la situation inflationniste un peu plus compliquée pour la Banque centrale. Vous avez évoqué l'idée d'une hausse de taux en 2022, enfin, je me replace ne serait-ce que 3 mois en arrière, c'était impensable. Et dans la bouche de Jérôme Powell, c'est quelque chose qui reste impensable aujourd'hui. Sauf qu'au sein de la Fed, certains disent que c'est quelque chose qui est possible. C'est quand même nouveau, ça. C'est totalement nouveau. Et je pense que le cauchemar, ce qui réveille Jérôme Powell au milieu de la nuit, c'est de se dire qu'à un moment ou à un autre... Est-ce que je vais être reconduit? Non, mais on va en parler après. Mais il y a une des choses, c'est de se dire, si on était derrière la courbe,
trop derrière la courbe. C'est-à-dire que le discours qui a évolué foncièrement en disant que l'inflation allait être un peu plus haute que prévu, elle allait être un peu plus longue que prévu, lui permet d'avoir de la flexibilité. Ah oui. Ce que dirait dans les mots de Christine Lagarde du recalibrage, puisqu'elle aime ce terme, eh bien, on se rend compte ici que si l'inflation était là pour durer, cette flexibilité amènerait à réagir très vite. C'est-à-dire, il est obligé d'introduire quand même cette nuance-là dans son discours aujourd'hui. C'est la fameuse forward guidance qui a très bien fonctionné. Donc, c'est-à-dire d'expliquer au marché ce qui va se passer. Aujourd'hui, de dire que les taux vont monter en juin ou juillet de l'année prochaine, si on vous le dit aujourd'hui, ça choque quand même un petit peu. Mais c'est exactement ce que vous disiez, Grégoire, avant. Si on le disait en début d'année, on disait, vous êtes complètement fou. Ah oui, oui. Donc, on est dans une situation, et hier, lorsqu'il y a eu ce coup de chaud on a quand même gagné 20 points de base sur 2 jours sur le 10 ans américain, mais les anticipations de hausse de taux l'année prochaine ont explosé, bien évidemment. Ouais. Donc, on voit que ça évolue très vite et que Jérôme Powell, avec les membres de la Fed, sont obligés de s'adapter à cette situation où, avec une crise de l'énergie qui n'est pas réellement encore aux États-Unis, mais qui est très importante en Chine, et donc pour les exportations en cette fin d'année, et pour le consommateur final, c'est-à-dire pour l'inflation, eh bien, on est dans une situation où il faut plutôt prévenir et avertir que, potentiellement, on pourrait faire autre chose. Yves Maillot, comment vous regardez alors la fragilité, les fragilités potentielles des marchés aujourd'hui? Et puis, effectivement, il faut qu'on dise un mot quand même, c'est la nouveauté, cette pénurie d'énergie. Alors, on avait déjà l'envolée des matières premières, la reprise, etc. Mais là, visiblement, c'est un nouveau souffle d'une certaine manière, avec des coupures de courant, quand même. Non, mais enfin, bon. Oui, c'est un élément très perturbateur. Voilà. Est-ce que ça change la perspective macro de la croissance qu'on pouvait avoir là pour les prochains mois, les prochains trimestres? Alors, sur ce point précis, en 2 mots, oui, ça la dégrade et en même temps, ça complexifie le problème, la problématique des banquiers centraux. Alors, je ne sais pas si j'aborde la partie marché en premier ou la partie Fed. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Et pour jouer un peu le vilain petit canard, j'ai toujours, ou en tout cas depuis longtemps, pris avec beaucoup de précautions. Je sais bien que le banquier central doit afficher une forte crédibilité, une transparence et donner... on a connu des périodes où c'était différent, où les banquiers centraux pouvaient surprendre, mais donner de la visibilité au marché. Néanmoins, et on en parle depuis assez souvent, Grégoire, je pense quand même que les banquiers centraux sont assez perdus. Et la question que je me pose, c'est quand même quelle va être l'attitude du banquier central. Alors, parlons d'abord et surtout de l'américain, puisque l'environnement européen est un petit peu différent. Un cran en dessous. Un cran en dessous, inertiel, nos taux d'inflation sont plus bas, etc. Et notre croissance aussi. Alors, ma question est la suivante, c'est que va faire le banquier central ? Si, eu égard à ce qu'on connaît en ce moment, et nous allons reparler, la situation, les perspectives s'aggravent aussi peut-être plus rapidement que prévu. D'ailleurs, en effet second de retour de ces tensions sur les prix. Que va faire le banquier central ? En gros, face à une situation qui montre des tendances de stagflation, c'est-à-dire avec une persistance de la hausse du prix de matières premières face à une dégradation plus rapide que prévu. Parce qu'on n'est pas encore dans ce schéma-là, pour 2022. Moi, j'ai beaucoup de doutes. C'est vrai que le coup de barre a été donné vers un discours un peu plus tonique, sur lequel le marché a réagi quelques jours avec retard, en fait, la semaine dernière. Par le passé, on a vu des banquiers centraux, et en particulier l'américain, alors pour me dire que J. Powell n'avait pas l'expérience qu'il a aujourd'hui, où le retournement de veste était hyper rapide. 2018, en 15 jours, revirement total de politique monétaire entre la fin d'année 2018 une dégradation accélérée du marché financier sur la fin d'année. Complètement. On l'a peut-être un peu oublié, mais un Noël assez chaud, en fait, fin 2018. Voilà, donc sur ce sujet, les banquiers centraux, moi, là aussi, c'est un sujet, il faut avoir de l'humilité, parce que je ne sais pas réellement, ou je crains quand même qu'il y ait un degré de, comment dirais-je,
non pas encore d'affolement, mais de méconnaissance, d'incapacité à vraiment jauger ce qui se passe, et on peut le comprendre. Ouais, vous dites, oui, une incapacité à apporter la visibilité qu'on attendrait des banques centrales aujourd'hui, mais bon. Absolument. Et alors, si on prend un peu plus de recul, moi, ma vision des choses, c'est qu'on a peut-être déjà là les premières manifestations des effets retours de politiques ultra accommodantes qui durent quand même qui sont accélérées depuis le début de la crise sanitaire, mais qui se sont réellement mis en place et de façon assez forte, même s'il y a eu quelques petits épisodes d'interruption après la crise financière de 2008. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Yves? Parce que beaucoup des sujets, quand même, sont encore liés à une situation pandémique qui n'est pas réglée partout dans le monde. Non, ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai une approche très monétariste de ma vision de l'économie, et que je constate depuis 1 an et demi qu'on a eu une progression, un retour aux États-Unis d'ailleurs, qui affiche un résultat meilleur une fois de plus en termes de croissance, au niveau qu'on connaissait fin 2019, au début du déclenchement de la crise sanitaire, et qu'on a des bases monétaires et des bilans de banque centrale qui ont été plus que doublés sur ces quelques derniers 18 mois. Suite à des périodes, et on n'a pas démarré là. Donc on est quand même dans une anomalie de fonctionnement entre économie et conduite monétaire qui me fait dire que voilà, peut-être des manifestations, au-delà de des effets de disruption qu'on a connus avec l'arrêt d'activité, puis la reprise, qui est aussi un des éléments générateurs de ces problématiques sur les matières premières. On a peut-être là aussi une première manifestation inflationniste. Là, on n'en a pas eu alors qu'on menait des politiques monétaires ultra-inflationnistes. Voilà. Et tout ça crée des distorsions très fortes sur le prix des actifs et sur la perception qu'on peut en avoir. En clair, la situation est très compliquée à analyser, à mon sens, parce qu'on vit depuis de nombreux mois dans des marchés qui sont des marchés de distorsion, en premier lieu sur le marché des taux d'intérêt. Ah oui. Et la jauge qu'on peut appliquer à l'ensemble du prix des actifs, en particulier des actifs longs à risque, est d'autant plus compliquée quand on parle de valorisation action. Moi, je ne sais pas, il y a beaucoup de spécialistes qui viennent sur ce plateau. On parle de quoi? On parle dans l'absolu, par rapport à un historique. Quel historique? Le secteur? Quand on fait un DCF, on peut tout justifier au jour d'aujourd'hui, et de surcroît, même avec des taux à 1,5%. Ouais. Et ça, c'est le résultat justement de politiques monétaires qui ont eu leur rôle, leur efficacité, mais qui sont des choses historiquement totalement anormales. Voilà un peu la façon dont je vois les choses. Valérie, je voulais bien vous entendre sur les matières premières aussi. Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus? Parce que c'est quand même le sujet du moment. Bah oui, mais non. Non, mais est-ce que c'est... J'ai pas de boule de cristal, moi. J'ai une méthode. Non, mais la dynamique qu'on voit sur les matières premières... Ça me dit pas ce qui va se passer demain. Non, mais la dynamique qu'on voit sur les matières premières, c'est une dynamique de long terme encore devant nous. Oui, alors... Ah bah voilà, non, mais déjà, c'est un élément de réponse. Bah oui, mais si vous voulez... la dynamique de long terme, moi je trouve qu'elle était intéressante à exploiter il y a un an. Enfin, bon voilà, moi maintenant ça y est, je suis sortie des matières premières. Voilà. Donc c'est une sorte de réponse. Bah oui. Pourquoi? Parce que en fait, quand on en parle sur France Inter, France Culture, RMC, etc., quand ça fait la une et qu'on est sous la résistance après avoir multiplié les prix par 4 ou par 5, je me dis que potentiellement on est dans l'excès. Voilà, mais j'ai rien d'autre à vous dire sur le sujet. Je ne peux pas vous en dire plus. Non, mais c'est intéressant, parce que si on suit cette idée-là, ça veut dire que la pression que les matières premières mettent sur l'inflation, elle est peut-être... Le pic de cette pression a peut-être déjà été atteint. A priori, oui. Enfin, oui, mais vous graphique dites ça du comme gaz si c'était naturel... évident, mais... Non, mais j'en sais rien. Je suis obligée de vous dire... C'est un avis, parce que je n'ai aucune preuve. Je n'ai aucune preuve. C'est de l'expérience de... Il n'y a pas vraiment de consensus. Le commitment of trader, c'est des choses qui ne marchent absolument pas. C'est complètement inutile. Donc, il n'y a pas d'outil de mesure fiable du sentiment de marché sur les matières premières. Bon, voilà. Alors, il y a des choses qui parfois se produisent qui sont intéressantes à exploiter. C'est quand on a des prix à terme sur les échéances futures qui sont beaucoup plus élevés que sur les premières échéances. On n'est pas encore dans ce cas-là. Sur le pétrole, en tout cas. J'ai regardé seulement sur le pétrole, pas sur le gaz naturel. Donc, en fait, pendant 15 jours, on peut s'amuser encore un petit peu, ou 3 semaines, à aller se faire peur. Mais on est quand même sur des zones à $80 ou $85 sur le WTI, où on va avoir des forces de rappel relativement importantes. Donc, peut-être qu'on va franchir brièvement, mais si on se projette à dans 2-3 mois,
on va revenir là où on est. Donc ça, c'est temporaire. Maintenant, si on se met dans 2-3 ans, je ne sais pas. Si on a vu oui, à 2-3 ans, sur des horizons de 2-3 ans, vous dites, on n'a peut-être pas vu les sommets. Oui, moins que de 3 ans. En fait, je ne sais pas. Mais effectivement, voilà, sur quelques jours, semaines, c'est peut-être pas le point haut. Sur quelques mois, a priori, c'est plus la peine d'acheter. C'est un sujet important quand même, là, pour revenir au casse-tête des banques centrales. Très important parce que, si on prend le cas de la Chine, vous évoquiez la Chine avant, on a aujourd'hui 20 régions chinoises qui représentent 66% du PIB chinois qui déclarent avoir eu des interruptions de courant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, on a un problème qui s'additionne avec le goulet d'étranglement qu'on a déjà avant. Alors, ce n'est pas un problème direct, mais c'est un problème indirect. Vous avez les prix du charbon qui montent, bien évidemment. Il faut savoir qu'en Chine, il a fait très chaud cet été, donc ils ont fait tourner la clim. Mais lorsque vous avez X millions de personnes qui font tourner la clim, la demande explose. Vous avez des conflits commerciaux avec l'Australie qui ont été très grands. Donc la Chine a moins exporté de charbon et donc a moins stocké de charbon pour le vendre. Vous avez la volonté du gouvernement chinois d'avoir une énergie un peu plus verte. Et cet hiver, vous avez les JO de Pékin où le gouvernement ne veut absolument pas que vous ayez ce smog au-dessus de Pékin. Donc tout ça fait que, cerise sur le gâteau, on arrive à la période de Noël et il faut délivrer des produits. Donc ici, on a une demande qui est très forte, on a la même chose un peu en Europe, mais tous ces éléments qui partent quand même d'un prix de l'énergie qui est très forte et d'un manque d'une certaine manière de l'énergie, que ce soit de l'énergie liée au charbon ou au gaz naturel, eh bien, on arrive dans une situation qui est très compliquée et on a une espèce de guerre entre la Chine et l'Europe, savoir qui va payer plus cher. Et donc, on arrive dans des situations, je rejoins ce que dit Valérie, c'est qu'on peut avoir des excès. C'est-à-dire que si on vous dit à la fin de l'année qu'on a dépassé les 90 ou les $100 prix du baril, en 2013-2014, on était à 130. D'accord ? Et les banques centrales en parlaient. Là, on n'en parle pas encore. Donc, on est dans une situation où, effectivement, on peut avoir des pics qui, là, vont poser la question quant à puisqu'on est dans ce cycle, on avait dit, dans ce cycle de baisse de croissance, on sait très bien que les prix à la pompe deviennent plus chers, notamment aux États-Unis, que le consommateur est impacté, et comme la consommation, c'est 75% du PIB. C'est un phénomène d'autorégulation, toujours avec ces sujets des prix de l'énergie. Et donc, effectivement, c'est vraiment un problème central, comme vous le disiez, Grégoire, et on arrive dans une situation aujourd'hui où, quand on va passer les 80, 85, 90, ça va être un réel sujet, même si ça se fait très rapidement, mais ça va être un sujet. Je me souviens pas de 2013-2014, enfin sur le baril, mais je me souviens de 2008. Oui. Là, c'était quand même, on visait les $200 sur le baril de pétrole, et c'est ce qui avait déclenché quand même une hausse de taux du côté de la Banque Centrale Européenne. Exactement. Et on était monté de mémoire à plus de $150 le baril. Oui, c'est ça. Ouais. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le problème des matières premières est probablement la courroie de transmission du freinage de l'activité dans les mois qui viennent. Ouais. Après, peut-être à court terme, peut-être des décalages haussiers, des pics, mais on voit bien qu'on peut passer en revue l'énergie dont on vient de parler, les métaux industriels, on a partout, si on additionne à ça la problématique du transport maritime, du shipping, on est, les denrées agricoles étant des choses un peu particulières, mais on a réellement quelque chose qui est potentiellement à 3-6 mois, des éléments qui doivent ralentir quelque part la demande mondiale et qui ont des effets seconds parce qu'on voit un certain nombre d'industriels, transformateurs, producteurs de biens manufacturés qui eux-mêmes modifient leur gamme, réduisent les entrées de gamme. Et donc, on est là sur des mécanismes qui vont, à un moment donné, vraiment réduire le potentiel de croissance. Après, si on regarde les choses à plus long terme, ce qu'on l'a évoqué en termes de cycle, si on prend les hypothèses, on en croit par exemple le grand sujet, le sujet massif de la transition énergétique, et qu'on regarde au niveau des métaux industriels, ce dont on a besoin pour rentrer dans le cadre de ce qu'on a prévu de faire, et même un peu moins,
on est sur des shortages à long terme, donc des problématiques de pénurie de métaux. On parle du cuivre très souvent, mais c'est une réalité. De l'argent métal pour les batteries, les panneaux solaires, de tout un ensemble de métaux et de métaux rares, dont on a là une vraie problématique. Quant à l'énergie, on sait qu'on est encore pour un certain nombre d'années, n'en déplaise à beaucoup d'écologistes, on a besoin du pétrole, on ne peut pas faire ça. Ah ben on le vit en ce moment. Et là, on est en train de le vivre. L'électricité décarbonée n'est pas suffisante aujourd'hui pour satisfaire les besoins de la planète. Et là, on en parle depuis 1 an, 2 ans. Juste on a un problème massif à plus long terme, c'est qu'on sait qu'on a vécu quelques années de quasi non-investissement de la part des majors pétroliers. Donc on a potentiellement un choc haussier sur le prix du pétrole. Quand je ne sais, c'est impossible à dire, mais il est fondamentalement en train de se fabriquer. Ouais. Voilà. Donc, Valérie, le nucléaire toujours. Oui, non, mais en France, oui. C'est une option qui existe toujours. Oui, mais pas populaire. Les prix de l'uranium qui s'envolent, là, c'est le marché pense que le nucléaire a de l'avenir. Je sais pas, je suis pas allée. J'ai pas regardé les prix de l'uranium. Sur les prix de l'uranium, visiblement, je vois John. Clairement. Mais c'est nécessaire. Enfin, je veux dire, ça paraît évident, quoi. Dans le mix énergétique mondial, c'est malheureusement assez, malheureusement ou pas, ça dépend des points de vue, mais assez peu finalement. Jusqu'où va cette crise énergétique et est-ce qu'elle est capable de faire bouger les lignes politiques en Europe, notamment sur l'idée d'une politique européenne de l'énergie? Vous aviez l'air de dire tout à l'heure, John, que la coalition feu tricolore qui s'annonce en Allemagne, donc avec les Verts, les libéraux et bien sûr le SPD en chef de file, ce ne sera pas évident de faire passer. Non, il y aura peut-être un trade-off entre le gaz, le nucléaire. Les Allemands utilisent beaucoup de gaz non nucléaire. Ils utilisent beaucoup de charbon, les Allemands. Et du charbon. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on est dans une discussion en parlant de l'après, et maintenant l'actuel, c'est qu'ils utilisent beaucoup de charbon. Donc l'histoire du nucléaire, oui, ça va refaire, c'est clair. Il y a un shortage là-dessus. Il faut juste savoir que pour avoir construire une usine nucléaire petite ou moyenne taille, ça prend 9 à 10 ans. On a le temps de faire une dizaine de centrales à gaz entre-temps. Donc c'est un peu ça le problème, parce qu'il faudrait le faire maintenant. C'est comme lorsqu'on parle de faire des semi-conducteurs aux États-Unis, ça prend quand même quelques années de construire des usines. John, est-ce que les États-Unis feront défaut le 18 octobre ? Ben non, mais visiblement, il faut poser la question sous cette forme-là, puisque Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, plus grande banque américaine au moins, nous dit que il a instruit ses équipes pour demander qu'on se prépare à un possible, la probabilité non nulle d'un défaut américain. Moi, ça me rassure qu'une banque de cette taille se prépare à des événements aussi peu probables soient-ils, mais très risqués néanmoins. Alors, je dirais que si le plafond de la dette est repoussé, c'est une erreur de la part des Républicains. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un combat politique ici acharné pour les midterms de l'année prochaine. Clairement, c'est ça la question. Aujourd'hui, Joe Biden est en perte dans les sondages comme il n'a jamais été. Il est au plus bas. L'histoire afghane a été prise d'une manière dramatique aux États-Unis, faire revenir les GIs qui ont été blessés notamment, se dire mais pourquoi on est là depuis 20 ans, ça a été très mal pris. Donc ici aujourd'hui, c'est de pousser encore les démocrates dans leur retranchement. Mitch McConnell, le républicain, responsable au Sénat, lui, ne veut absolument pas du plan d'aide sociale de 3 500 milliards de dollars. Il ne veut pas de hausse pour les plus riches. Il ne veut absolument pas qu'on rajoute de l'argent pour la santé, pour l'écologie, pour l'équité sociale et pour d'autres choses. Donc, il a dit, moi, c'est niette, il n'y aura rien. Bon, ce qu'il faut savoir, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, ils discutent en sous-marin, bien sûr. Chacun donne un peu à droite, ce qu'il va chercher à gauche. Et donc, il faut savoir ici qu'on s'approche de ce point-là où, effectivement, les démocrates ne pourront pas blâmer les républicains parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière fois, sous Donald Trump, on avait eu un shutdown qui avait duré extrêmement longtemps. Ouais. Et là, on avait blâmé les démocrates qui n'avaient pas voulu avancer. Donc ici, c'est un combat politique qui est ici. Et évidemment, Janet Yellen, il va du sien en disant que ce sera dramatique. Ah oui, mais les États-Unis, on ne ménage pas ses efforts pour... Exactement. Mais si on prend tous les derniers shutdowns qu'il y a eu aux États-Unis,
les marchés n'ont pas réellement souffert après le shutdown. Donc c'est pas non plus dramatique. C'est vrai que le timing actuel est très mauvais parce qu'on est dans une situation où effectivement on doit discuter de la suite et on est dans cette normalisation. Oui, j'allais dire, c'est jamais le bon moment pour évoquer l'idée d'un défaut américain. Non, mais vous dites, c'est le même folklore habituel du Congrès, donc avec là, aujourd'hui, les démocrates à la Maison-Blanche, Joe Biden, mais il ne se passera rien le 18 octobre. Non, il ne se passera rien. D'accord, non, peut-être que certains musées fermeront, mais ça veut dire, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les employés qui ne sont plus payés sont payés, s'ils arrêtent pendant 2 mois, on leur rembourse ces 2 mois qui n'ont pas été payés. Oui, mais ça, c'est le financement du fonctionnement du gouvernement fédéral, c'est exactement, ça? Exactement, tout à fait. D'accord. Voilà. Et le plafond de la dette sera relevé en temps et en heure? Il sera relevé de toute manière. Donc, alors, peut-être qu'on n'aura pas certaines statistiques économiques qui seront publiées, mais je veux dire, ce n'est pas un drame en soi. Les États-Unis sont déjà passés par là. C'est un jeu politique. Et les Américains savent très bien que c'est un jeu politique plus qu'un jeu économique. Non, mais je me souviens qu'en 2011, S&P dégradait le AAA américain sur des considérations de blocage politique, estimant qu'il y avait quand même une inefficacité dans le processus législatif américain qui butait toujours sur ces mêmes situations et qu'à un moment, il fallait quand même dire les choses, quoi. Oui, vous avez tout à fait raison. Bon. Mais je ne pense pas qu'ils le feront cette année parce que il y a la question de la dette, mais la dette est globale. On est sorti des standards qu'on devait avoir. Et donc, je ne pense pas que les agences de notation vont abaisser la dette des États-Unis. Bon, sur cette situation de blocage politique américain... C'était parfaitement expliqué par John. Je sais qu'il y a eu 2 années, en 2011, et puis une autre année où... Il y a eu un shutdown assez long sous Obama aussi. Enfin, il y a eu des épisodes... Oui, je me demande si ce n'est pas 2016, mais 2011, c'est certain. Et je lisais que c'est arrivé depuis 1960, ce type de discussion. Alors, avec des conséquences et des... Comment dirais-je ? Des problématiques qui ont été plus ou moins souvent très très légères avec des plafonds relevés, j'allais dire, sans grande problématique. Et c'est à chaque fois lié aux confrontations politiques, effectivement, au niveau du Congrès américain. C'est arrivé quasiment chaque année depuis 1960. Donc on peut dire c'est as usual. Voilà. Bon, néanmoins... on se fait de plus en plus peur puisque le ratio dette-PIB américain ne cesse de se dégrader et que, le déficit budgétaire lui aussi devient, on évoque peu de points, mais il devient astronomique. Ces sujets-là, finalement, sont de plus en plus quelque part sérieux. Voilà, si on pondère par le poids de la dette et des besoins de financement des États-Unis. Bon, on verra. Tous ces sujets sont au Congrès en ce moment. Il y a une deadline, effectivement, pour le financement fédéral au 30 septembre. Et puis, le plafond de la dette atteint autour du 18 octobre, nous a précisé hier, je crois, Janet Yellen. Pardon, Valérie ? Demain. Le 30 septembre ? Oui, c'est demain. Oui, effectivement, c'est demain, je confirme. Un mot sur le dollar, peut-être, pour finir aussi, Valérie. Vous suivez la situation de près, là, le dollar. Est-ce que c'est un breakout majeur, comme on dit ? Est-ce qu'on est en train de partir... loin à la hausse. Attention, parce que quand même, ça fait 5 ans où je sais pas que sur le dollar, on évolue autour de, je sais plus combien, 20, 25. Enfin bon, voilà. Donc, on est quand même dans un range de long terme. Mais depuis 1 an, on était quand même sur le dollar dans la partie plutôt basse. Et là, on est en train de franchir tous ces sommets. Bon, donc oui, ça peut se propager encore quelques semaines, voire peut-être même quelques mois en fait. Ça, je sais pas, on verra. Dans un range, il faut se méfier. Donc il faut prendre, soit on regarde pas du tout, on s'assoit sur la situation et puis on regarde tous les 6 mois, soit on est très très réactif et on regarde 2 fois par jour. Ouais. Voilà. Donc là, moi, je vois le breakout et je suis plutôt sur le rythme 2 fois par jour parce que c'est pas forcément très durable, mais en tout cas, c'est quand même à nouveau un élément d'aversion au risque. On peut le lire de plein de façons différentes parce que pour une fois, ce dollar, il accompagne un écartement des taux entre les États-Unis et l'Europe. Oh, merveille. La finance, ça marche. Il faut le dire parce que c'est rare qu'on ait les corrélations qui fonctionnent comme on l'attend. Depuis quelques jours. Depuis quelques jours, ça marche.
Bon, donc en fait, le discours, c'est que c'est parce que qu'il y a plus d'inflation, donc c'est pas négatif absolument qu'il y a plus d'inflation aux États-Unis. Ça peut être vu de façon positive, Oui, globalement. C'est le but affiché de la Réserve fédérale américaine. Absolument. D'avoir un peu plus d'inflation que ce qu'on a eu sur les Exactement. cycles précédents. Voilà. Mais ça peut changer les raisons pour lesquelles le dollar monte. Sur le dollar, John, je ne sais pas s'il y a une vue Oui, particulière. on a beaucoup parlé de timing aujourd'hui. On est dans l'officialisation de normalisation monétaire aux États-Unis, donc un cycle d'avance sur, vous l'avez dit, ça marche. Et de l'autre côté, on n'est pas sûr d'avoir un gouvernement allemand pendant plusieurs mois. Donc en fait, on a quand même un balancier qui fait que d'un côté, si on prend l'euro-dollar, d'un côté, on a une situation avec plein d'interrogations, et de l'autre côté, on a une normalisation politique monétaire américaine. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut avoir des excès et qu'on peut aller sous les 1,15 si on est effectivement dans cette situation où on se rend compte que la Réserve fédérale américaine doit aller plus vite que prévu parce que les choses ne se passent pas exactement comme elle le voulait. Et d'un autre côté, potentiellement, on n'a pas d'accord sur le gouvernement allemand et que, en fait, ça va durer des mois. La dernière fois, je vous rappelle quand même, ça avait duré 4 mois lors des élections en Allemagne. Bon, puis après, il y aura les élections françaises. Enfin, les affaires européennes vont être un peu mises en pause, on va dire, pour sans doute quelques mois. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau et compagnie, Yves Maillot, président de YAM Capital, et Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, étaient avec nous en plateau.